Je suis un peu dégoûté car au fur et à mesure que je prenais des notes en regardant l'épisode 2 de la série Loki, toutes mes théories sont tombées à l'eau vers la fin. C'est ballot, mais cela n'empêche qu'il y a toujours des choses à dire dessus. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la deuxième fois sur la série Loki. J'invite comme d'habitude tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma première vidéo où je donne mon avis de façon plus globale sur la série. Car ici nous allons nous concentrer davantage sur l'épisode 2, le variant, épisode de 50 minutes ou plutôt 50 minutes de plaisir. Mais surtout épisode qui va directement répondre à quelques-unes de nos questions. Donc attendez-vous à ce que ça spoil à balle. On se retrouve à Oshkosh-Wisconsin en 1985. Les agents du TVA sont à la recherche d'un variant et se font démonter par le fameux variant Loki, qui contrôle l'agent C20 pour qu'il s'entretue, avant de l'embarquer en repartant. Suite à ça, le TVA va renvoyer une troupe avec Mobius aux commandes pour réinitialiser les lieux. Loki constate, après une enquête, que les variants peuvent faire ce qu'ils veulent dans un univers tant qu'une apocalypse peut effacer toute trace de passage. Il sera donc envoyé dans une apocalypse au pif pour tester, par exemple Pompéi, et surprise surprise, ça marche. Même si c'est un peu con car on a retrouvé des traces de corps après la catastrophe de Pompéi, enfin en tout cas des reproductions de traces de corps, donc retrouver des traces de corps dans d'autres positions aurait fondamentalement créé d'autres variants. Et bon, voilà. C'est Marvel, on s'en fiche. Ils vont faire plus tard le lien avec les bonbons Kabloï et une apocalypse qui match pendant sa période de commercialisation. Ils vont donc se rendre à la période de la catastrophe de Alabama en 2050. Et twist, Hunter B15 est désormais sous la possession du variant de Loki, après s'être servi de C20 qu'on retrouve en même temps. Et j'ai l'impression de parler d'un dérivé de DBZ. En tout cas, on voit que ce variant peut en fait se balader de corps en corps. Suite à ça, Lady Loki se dévoile en nous montrant son vrai visage, la ligne rouge est franchie et Loki s'échappe à la dernière minute. Il s'est passé pas mal de choses, d'ailleurs beaucoup plus que je le pensais. Au début, ce que je constatais, c'est que Mobius disait que le fameux variant qu'il recherche est Loki. Pourtant, la série nous cachait son visage. Cette capuche n'était pas là par hasard, c'était évidemment pour nous cacher quelque chose, le fait qu'il s'agisse de Lady Loki. De plus, on nous explique durant l'épisode que les différents variants de Loki ne sont jamais pareils. Seulement, celui-là est intellectuellement supérieur. C'est un petit peu la forme parfaite de Loki finalement. D'ailleurs, durant l'épisode, on nous parle souvent du Nexus qui ne doit pas franchir la ligne rouge afin d'éviter la destruction du flux temporel, mais c'était évident que ça arrive à un moment donné de la série et justement, c'est là que je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Et peut-être que le TVA impose cette règle autre chose pour la catastrophe. Au-delà de ça, peut-être que cette fameuse ligne rouge révèle les secrets que cachent les gardiens. Des secrets que les employés du TVA ne doivent pas voir. Et justement, je constate que Mobius se questionne déjà sur ce que font les gardiens. C'est presque à se demander s'ils existent vraiment, ou simplement contrôlés par autre chose. Est-ce qu'ils ont vraiment la forme humanoïde qu'on utilise pour les représenter? Est-ce qu'ils ne seront pas, par exemple, impliqués dans l'affaire des variants de Loki? Peut-être que le fait de franchir la ligne rouge est déjà prédestiné, à moins que Lady Loki soit là pour détruire les gardiens afin d'obtenir un libre arbitre total. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit point sur le plan, sur le stylo Franklin Delano Roosevelt High School, donc Roosevelt, le 32e président des États-Unis d'Amérique. Évidemment, ce plan n'était pas là par hasard. Je cherche encore sa signification. Ne serait-ce pas là un indice qui viserait à montrer que ce stylo provient d'un des lieux où s'est rendu Lady Loki? Vu qu'il se trouve dans le bureau de Ravonna Renslayer, ça pourrait signifier qu'elle soit une potentielle complice, ou qu'elle a été simplement possédée. Ou peut-être cache-t-elle directement des liens avec les gardiens qui lui donnent des instructions précises. Et en plus, c'est génial parce que Mobius lui donne toutes les informations sur l'avancement de sa quête. Donc si vous avez des thèses par rapport à ce stylo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je vais m'en délecter. Concernant cet épisode, je trouve qu'il y a eu beaucoup de vocabulaire complexe, un peu comme si les scénaristes voulaient rattraper le temps perdu suivant ce qu'il reste. On s'identifie donc à Loki qui répète les instructions comme un enfant, au cas où le spectateur n'aurait pas compris les règles, raison pour laquelle Mobius le traite un peu comme un enfant. Pour l'instant, Loki est bloqué dans son arrogance en donnant l'illusion qu'il est important, alors que non. Enfin, si, mais plus sur le fond. Les seuls moments où il redescend un peu sur Terre sont celles où il se retrouve face à ses origines. Évidemment, lorsqu'il fait face au dossier sur le Ragnarok. On se rend compte que sa volonté profonde n'est donc pas de détruire, mais plutôt de dominer. Soit dit en passant, le fait de suivre Lady Loki à la fin est selon moi plus une sorte de piège qu'il essaye de mettre en place. Piège en faveur du TVA.
À part ça, il y a un débat que j'ai bien aimé, un débat zététique entre Mobius et Loki. Ça a beaucoup parlé de la croyance, des origines et de l'instant présent, sur le fait qu'on s'en fiche de ce qu'il s'est passé avant, l'important c'est maintenant. Mais est-ce que le fait d'être focalisé que sur le présent n'est pas aussi une façon d'être esclave de notre propre situation? D'ailleurs, pour rester sur Mobius, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que ce dernier finira forcément par atterrir sur un jet ski avant la fin de la série, vu que le jet ski représente un petit peu ce qu'il adore, mais ce qu'il ne peut pas faire par rapport à ce qu'il fait. Son travail lui impose de suivre des règles et pour l'instant il s'en contente très bien, mais peut-être qu'il s'affranchira de tout ça à la fin en atterrissant sur un jet ski. Et ce de je ne sais quelle façon. Pour finir, la musique de la série est quand même sacrément stylée. Je sens qu'elle va tourner en boucle dans ma tête pendant un long moment. Bref, l'épisode donne pas mal à réfléchir, voyons maintenant ce que vous aviez à dire dans les commentaires de ma vidéo précédente. Nous commençons tout d'abord par Mando qui pense savoir pourquoi une deuxième saison est prévue pour Loki. C'est peut-être parce que la timeline ne sera pas encore rétablie à la fin de la première saison, dû aux événements des prochains films Spider-Man et Doctor Strange. En effet, si deux Spider-Man différents avec leurs ennemis respectifs arrivent dans le MCU, il se peut qu'un nouveau Nexus soit créé et que le TVA intervienne. Et je pense que la saison 2 de Loki arrivera après ce fameux Nexus dans le MCU. Ensuite, nous avons Arsu qui a une théorie très intéressante qui pense que le responsable de tout ça est bien évidemment Mephisto et Nightmare. Je pense que les gens qui ont vu mes vidéos sur WandaVision comprendront la ref. Dolchmas se demande d'où viennent les pierres de l'infini du TVA. Donc je tiens à rappeler qu'ils disent qu'ils les font eux-mêmes par quantité, exactement comme du vulgaire papier à imprimer. Et ça a l'air de casser toutes les règles déjà installées, mais de ce que j'ai compris, le TVA est encore quelque chose d'au-dessus de toutes les règles. Ils les refaçonnent à leur guise. Valkorion, lui, pensait que le variant Loki était en fait le Loki capturé par le TVA après avoir réalisé ses missions avec eux. Bien essayé Valkorion, bien essayé. Mais malheureusement, l'épisode 2 nous a montré que c'est tout autre. Et nous finissons sur Nash qui pense que les gardiens du temps seront les antagonistes principaux de la série. Et je pense que c'est le cas aussi. Mais pour lui, ce n'est pas juste les antagonistes de la série, mais plutôt les antagonistes du MCU phase 4. Puisque nos héros ne seront pas vraiment heureux d'apprendre que leur vie dépend d'un destin déjà écrit. Et c'est vrai que ça fout un peu les jetons de savoir que le libre arbitre dans ce monde n'existe pas. En tout cas, je trouve que l'épisode 2 était très généreux sur l'écriture, même s'il n'y a pas beaucoup d'action et c'est normal, puisqu'il faut laisser les choses venir doucement, une par une. Il faut bien comprendre comment fonctionne l'univers, et après, seulement après, on parlera d'action. Là pour l'instant, je suis vraiment dans une espèce de petite bulle avec cette série que je trouve plutôt cool. L'épisode 2 ne sert pas à rien, on a appris plein de choses, l'histoire avance bien. Et j'ai hâte de voir jusqu'où tout ça va nous emmener. En tout cas, si vous avez des choses à ajouter par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante, si j'en fais une. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.